Alors, je vous propose de regarder 5 points. Un, de revenir à l'histoire du petit p, puisque c'est le début de l'inférence statistique. Après, de voir un peu Neyman-Pearson, de voir aujourd'hui comment on se sert de tout ça. Après, de voir ce que les data science challenge comme challenge au niveau de l'inférence aujourd'hui, et puis une conclusion. Alors, pour le petit p, j'ai lu, il y a un livre d'histoire de la statistique d'avant le XXe siècle, qui dit que le premier petit p aurait été calculé en 1770 par Laplace, qui aurait remarqué que, comme ça, à l'œil nu, qu'il y avait plus d'accouchements, enfin plus de nouveau-nés garçons que de nouveau-nés filles, mais un tout petit peu plus, et il s'est demandé, est-ce que le hasard pourrait l'expliquer? Et donc il a calculé la probabilité que le hasard puisse expliquer à lui seul une différence au moins aussi importante que celle qui était observée. Et bien sûr, c'est statistiquement significatif. Donc quand même, ça fait avant la Révolution française, c'est quand même drôlement vieux. Et après, ponctuellement, on trouve quelques auteurs qui continuent à utiliser le même concept, mais vraiment c'est anecdotique. Et puis donc c'est à partir de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, que dans certains cas particuliers, des auteurs se posent la question de... Ils ont une statistique, donc ils ont des moyennes par exemple, et on se demande comment dire que deux moyennes sont différentes au-delà, on va voir ça tout à l'heure, hein, de la variabilité qu'il y a derrière. Et donc il y a des papiers qui abordent... Alors c'est très calculatoire à l'époque, c'est pour ça qu'il y a plein de papiers dans plein de méthodes, c'est qu'il va falloir qu'ils créent des tables. Les tables du petit t, les tables du qui 2, etc. C'était ça qui, bien sûr, constituait le gros de leur travail. Et puis donc c'est Fisher, dans ce papier de 1922, qui plante le premier, le cadre général. Donc on ne peut pas dire qu'il l'invente, mais on peut dire qu'il l'écrit, il le conceptualise dans ce papier très volumineux, dans lequel il y a énormément de concepts nouveaux. C'est dans le même papier qu'il trouve le concept de statistique suffisante, de consistance, d'estimateur, etc. C'est-à-dire, ça fait 10 thèses de science en un seul papier. Donc c'est très, très impressionnant. Et alors, dans ce papier, il écrit ça. Donc on veut être rigoureux et avoir un test objectif d'adéquation. Alors nous on ne dirait pas, pour lui c'est un test d'adéquation, le test statistique. En fait, adéquation entre une population et des résultats que l'on a observés. Donc vous voyez, implicitement c'est comparer une moyenne à une moyenne de référence. Mais ça peut être comparé une moyenne, enfin différence de moyenne à 0, qui est une valeur de référence aussi, bien entendu. Hein. Et donc, once a statistic suitable for applying such a test has been chosen, donc notre moyenne, notre t, etc., the exact form of its distribution in random samples must be investigated in order that we may evaluate the probability that a worse fit should be obtained from a random sample of a population of the type considered. Worse fit, c'est le petit p. Donc c'est la probabilité d'observer un résultat au moins autant en discordance avec le hasard que celui que j'ai observé. C'est exactement la définition du petit p. Donc voilà, donc il écrit ça, ok, très bien. Alors après, il y a quand même plein de choses qu'il fait et qui, vous allez voir, souvent on oppose donc Fisher à Neyman-Pearson, mais c'est plus compliqué que ce que je pensais. On dit que Fisher c'est le petit p, Neyman-Pearson c'est risque alpha, comme on va le voir tout à l'heure, et qu'il y a une différence entre les deux. Mais en fait, jusqu'à présent, dans les tables, c'était des tables de qui 2 ou de t qui donnaient le petit p. Vous avez tous vu des tables comme ça. Et lui, il propose pour la première fois d'inverser la table, c'est-à-dire d'avoir une table avec des petits p, en face de quoi il y a des qui 2 ou des t. Donc vous voyez, c'est que avant, on était dans des statistiques, je veux voir si deux moyennes sont différentes, je calcule un petit t sur ces moyennes, et après, je me demande quel vaut le petit p. Lui, il met le petit p d'abord. Et donc en trouvant des landmarks de petit p, hein, vous savez, le 1%, le 2%, le 5%, le 10%, le 20%. Donc on voit commencer quand même
à poindre du bout de son nez le risque alpha, quelque part, hein, qui avant ne se posait pas. Avant, c'était, je me demande est-ce que le hasard pourrait l'expliquer, je regarde et je dis, oh bah ouais, oh bah non, etc. Lui, il décide de mettre des standards, des valeurs qui ne la payent pas encore seuil, encore que. On va voir, il y a une discussion en fonction des auteurs. Alors, une autre chose qu'il dit là, c'est qu'il parle de distribution dans un échantillon aléatoire. Et ce sont des hypothèses extrêmement fortes qu'il n'y avait pas avant. C'est le premier statisticien qui suggère de rattacher un échantillon à une population sous-jacente et d'inférer quelque chose de la population sous-jacente à partir de l'échantillon. Ce qui a soulevé plein de difficultés auprès des collègues de l'époque, en particulier de l'infinitude de la population sous-jacente. Donc il propose ça, et il propose la question de random sample. Et en fait, quand on regarde ces travaux, il y a vraiment deux Fisher, le Fisher statisticien mathématicien, et puis le Fisher des designs expérimentaux, et c'est lui qui a proposé la randomisation comme un outil indispensable à l'inférence statistique. Et là, moi je trouve que c'est un siècle après, c'est quand même très intéressant de s'en rappeler, c'est que nous aujourd'hui on est clivés, en gros. Hein. Il y a les essais randomisés qui sont randomisés, et puis toute l'inférence statistique en épidémiologie, en général, n'est pas randomisée. Il n'y a que pour l'épidémiologie descriptive que de fait on est obligé de randomiser. Et or, alors, pourquoi il dit qu'il faut randomiser? Alors, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, il y a eu plein de discussions et de réticences à tirer au sort. Et en fait, c'est pas vraiment pour ce qu'on pourrait penser, il a eu vraiment l'idée de la randomisation pour l'analyse de variance. À l'époque, les gens étaient obsédés par la normalité des résidus ou la normalité de la variable pour l'analyse de variance, et lui, il était plutôt obsédé par l'autocorrélation des observations, puisqu'il faisait des tests pour l'agriculture. On a fait des tests pour la santé bien plus tard, c'était pour l'agriculture, puisqu'à l'époque, le problème, c'était d'abord de faire manger les populations plutôt que de les soigner. Hein. La Food and Drug Administration, ça a été d'abord food et après drug. Donc c'était pareil dans tous les pays. Et donc il fallait donner à manger aux populations, donc expérimenter des champs. Et quand vous coupez des champs en parcelles, il y a une autocorrélation des observations, parce qu'il y a des contiguïtés de champs. Hein. Ce ne sont pas des événements indépendants. Et donc quand vous faisiez d'analyse de variance, la variance intragroupe était beaucoup plus petite que la variance intergroupe, de fait, à cause de l'autocorrélation. Et c'est pour ça qu'il a proposé de randomiser, pour avoir des variances homogènes sous l'hypothèse nulle. Donc c'est conceptuellement très élaboré, mais ce n'est pas l'objet. Sauf qu'il écrit ça, que je trouve quand même d'une sagesse incroyable, dans le même papier. Hein. The postulate of randomness thus resolved itself into the question of what population is this random sample, which must frequently be asked by every practical statistician. Or, franchement, on se pose rarement cette question quand on a un échantillon, comme on a un échantillon d'épidémiologie. Hein. C'est escamoté, il faut bien être honnête. Hein. Alors en épidémiologie descriptive, non, mais en épidémiologie analytique, je vois Jean, il n'est pas d'accord, mais on verra tout à l'heure. Mais en tout cas, dans l'essai randomisé, la randomisation est à l'intérieur du groupe, hein. Elle n'est pas à l'extérieur. Donc ça sera encore un autre débat. Bref, moi je trouve que, vous voyez, hein, déjà la rigueur de pensée qu'il y a dans l'inférence statistique et la profondeur de compréhension du phénomène. Alors, un autre point important, c'est que à l'époque, on a vraiment l'impression que les travaux liés aux tests statistiques sont faits avant tout pour les tout petits effectifs, tout petits. Et d'ailleurs, le test T de Student donc, qui s'appelait Gosset, qui travaillait dans une brasserie, Guinness, et il faisait des tests statistiques avec 3-4 échantillons. C'était pas des sujets, c'était des échantillons de céréales à faire fermenter et tout ça. Il faisait des tests avec n égale 4. N égale 4. Aujourd'hui, on ne ferait pas ça. Hein. Aujourd'hui... Si c'est des grosses différences... Oui, mais moi, en tout cas...
Bon, personnellement, moi souvent je dis, si vous avez 4 sujets, vous comparez, vous calculez les moyennes, les variances, et puis vous regardez, et puis vous dites que c'est différent. Donc, et visiblement, à l'époque, ils étaient interpellés par le fait de pouvoir dire quelque chose avec n égale 4. Alors on peut se demander pourquoi les petits échantillons, parce que j'ai l'impression que les tailles d'effets sur lesquelles ils travaillaient, à l'époque, étaient grosses. Et que si vous avez un gros échantillon, en fait, la différence, il n'y a pas besoin de faire de statistiques, la différence saute aux yeux. Si vous avez 10 écarts-types de différence entre deux bras, la différence, on ne peut pas dire qu'elle est due au hasard, enfin la question ne se pose pas. Et donc ils avaient plutôt des problèmes calculatoires, et en fait, la question de facteurs de confusion, etc., de modèles, n'était pas vraiment, j'ai l'impression, formulée de la même façon. Donc la statistique, et on va voir, c'est important pour nous aujourd'hui, hein, c'est j'ai quand même l'impression que la statistique s'est construite autour d'échantillons pas très gros. Voilà, alors ça c'est le petit p. Après Neyman et Pearson, alors c'est à la même époque, hein, et c'est là que j'ai réalisé, que je ne savais pas, que Pearson c'est pas le même que celui du coefficient de corrélation, c'est son fils. Et que Fisher et Pearson ont été... alors Fisher, donc Pearson, Neyman et Pearson, c'est un fils à papa, alors que Fisher a dû faire ses classes dans une station d'agriculture. Et ça a une importance considérable, c'est que Fisher a été confronté à la réalité expérimentale pendant plus de 10 ans. C'était son job, quoi. Alors que le fils Pearson, lui, a fait des statistiques mathématiques depuis le début. Mais enfin, je trouve qu'il pose une question géniale qui est, finalement, Fisher, il dit ça, il dit de calculer un petit p. Quelle est la probabilité que le hasard puisse expliquer avec tout seul une différence au moins aussi importante que celle que j'ai observée? Mais pourquoi faire ça? Pourquoi? Alors, bien sûr, il y a un argument de... ça sonne bien, quoi. Hein. Ça répond à une question qu'on a envie de se poser. Mais c'est vrai que pour un mathématicien, on comprend que ça ne suffit pas, qu'il faudrait une règle qui ait une optimalité mathématique. Et puis en plus, ils disent autre chose qui est quand même assez vrai, c'est que vous travaillez sur des petits effectifs. D'accord, vous calculez votre petit p. Vous dites, ah ben alors il est gros, donc j'accepte, donc il faut choisir un H0. Il n'y a pas de différence. Vous dites qu'il n'y a pas de différence, alors qu'en fait, on voit qu'il y en a une. Si vous voulez, ce qui sous-entend à ce moment-là, c'est qu'on n'a pas de puissance. Et donc, en fait, l'alternative, ce que nous on appelle, ce qui va appeler après l'alternative, en fait l'alternative est plus probable que l'hypothèse nulle. Sauf que comme on n'a pas de puissance, on accepte l'hypothèse nulle. Et donc il dit c'est pas bien. Je trouve quand même que c'est aussi une vraie pensée. Et donc il paraît que c'est surtout Neyman qui a l'idée donc de conceptualiser, d'ailleurs j'ai fait une erreur, de conceptualiser le lemme de Neyman et Pearson. Donc ils disent, mais vous voyez, avant ça n'y était pas, hein, ils disent H0 θ égale à θ0, H1 θ égale à θ1, ce qu'on apprend à l'école. Sauf que vous vous souvenez qu'à l'école, on n'apprend pas θ0 égale θ1. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on n'apprend pas la même chose partout. Dans la formulation de Neyman et Pearson, vous pouvez regarder dans des livres, parfois, vous pouvez avoir H0 θ égale, en général c'est 0, qu'on prend pour θ0, hein, θ égale à 0, versus θ supérieur à 0, il y a des livres où il y a ça, versus des livres où il y a H1 c'est θ différent de 0, et puis il y a des livres où H0 c'est θ supérieur ou égal à 0, et H1 c'est inférieur à 0. Et donc, vous voyez, c'est vraiment un symptôme, c'est le début du symptôme. Enfin, c'est le symptôme du début du commencement, qu'on ne comprend pas grand-chose à ce qu'on fait. Quand on enseigne quelque chose de différentes façons, au même moment, au même pays, c'est qu'on ne comprend pas vraiment ce qu'on fait. Alors, donc, revenons au fondamental. Le fondamental, c'est θ égale à θ0 versus θ égale θ1, c'est-à-dire l'alternative, elle est spécifiée. Et donc, Neyman et Pearson, ils montrent que si vous calculez la vraisemblance, vous avez votre échantillon, c'est le vecteur x, vous calculez la vraisemblance de x sous l'hypothèse θ0 divisé par la vraisemblance de x sous l'hypothèse θ1, et bien vous faites le rapport de ces vraisemblances. Si vous prenez une zone de décision qui est une constante qui dépend de alpha, alors
Alors alpha, bien sûr, c'est la probabilité d'accepter H1 alors que H0 est vrai, et bêta, c'est la probabilité d'accepter H0 alors que H1 est vrai. Eh bien, cette règle de décision garantit d'avoir bêta minimum pour alpha fixé. Et donc là, vous voyez, il y a une pensée mathématique qu'il n'y avait pas chez Fisher. Il y a une optimalité, c'est-à-dire que quand je me pose des questions pour prendre des décisions à partir d'un échantillon, et que j'ai deux alternatives, d'ailleurs une alternative il y a toujours deux branches, mais voilà j'ai une alternative avec deux branches, je dois choisir entre les deux, eh bien j'ai deux risques, puisque j'ai deux façons de choisir, eh bien la meilleure solution statistique en termes de maximisation de la puissance pour un alpha donné, c'est celle-là. Alors, il y a deux corollaires que l'on ne maîtrise pas complètement, je trouve, importants de cette règle. C'est que, prenez l'exemple qui a marqué ici, si je prends le test Z, avec test Z, donc c'est comparer deux moyennes en considérant que la variance est connue. Je prends θ0 égale à 0 et je prends θ1 supérieur à 0, et bien la règle du rapport de vraisemblance plus petit que k alpha, elle se traduit par x bar plus grand que 2z alpha sigma, où sigma est l'écart type. C'est-à-dire que vous voyez, alors et ça c'est le test Z, quoi, hein, x bar divisé par 2 sigma, c'est l'écart réduit qui doit être plus grand que z alpha. Mais vous voyez que la règle de décision, elle est indépendante de θ1. Alors que le rapport des vraisemblances, c'est la vraisemblance de θ conditionnelle par θ0 divisé par la vraisemblance conditionnelle à θ1. En fait, le test statistique, dans ce cas précis, quand on compare deux moyennes, mais alors c'est pareil quand on compare deux pourcentages, quand la variance n'est pas connue, donc avec ça vous avez quand même 90% des tests qu'on fait. En fait, la règle de décision ne dépend pas de l'alternative, à la condition que l'alternative corresponde à un θ1 plus grand que θ0. Donc du coup, on appelle ça un test uniformément le plus puissant. Du coup, θ1, dans l'imaginaire des gens, a disparu. Jusqu'au moment où on est obligé de calculer un nombre de sujets à inclure, de calculer une puissance. Mais dans la vie de tous les jours, θ1 disparu. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on apprend les tests, on apprend θ égale à θ0 versus H1, θ différent de θ0, puisque θ1 n'apparaît pas dans la règle de décision. Et ça, c'est un premier effet indésirable de passage à l'acte par rapport au lemme de Neyman et Pearson. Je pense vraiment qu'on devrait apprendre le test statistique θ égale à θ0 versus θ égale à θ1. Et de dire, après, en fait, la règle de décision ne dépend pas de θ1, mais le test pour lequel on doit avoir une puissance et un alpha, eh bien, ce test dépend de θ1. La puissance dépend de θ1, le nombre de sujets dépend de θ1. Ça, c'est la première... je trouve que c'est déjà une première zone de mécompréhension de ce qu'est l'inférence statistique. La deuxième zone de mécompréhension, c'est que, et là-dedans, Fisher, c'est quoi? Eh bien, en fait, la plupart du temps, cette règle, rapport de vraisemblance plus petit que K alpha, eh bien, ça revient à ce que Fisher disait tout à l'heure, quelle est la probabilité d'observer une différence au moins aussi importante que celle qu'on a observée. Mais c'est la même chose presque toujours, mais pas toujours. Et dans le papier de Lehman 93 du JASA que je vous ai envoyé, il y a deux exemples où en fait l'inférence issue de Fisher et l'inférence issue de Neyman et Pearson ne se traduisent pas par la même procédure de test. Et il y a un exemple, moi qui m'a toujours interpellé, c'est les tableaux de contingence, en particulier quand ils sont à parier. Vous savez, quand le test de Magnemar et tout ça, vous avez, c'est conditionnel aux marges, et on ne se sert que des paires discordantes, vous savez. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez avoir 10 000 paires de sujets, si vous n'en avez que 20 qui soient discordantes, il n'y a que ces 20 qui rentrent dans la statistique du test. Ce qui paraît complètement... vous avez dépensé des millions d'euros pour avoir 10 000 sujets, si 999 pour 1000 sont concordantes, eh bien vous les mettez à la poubelle dans le calcul du test. Eh bien en fait, certains auteurs disent que c'est à cause de la statistique de Fisher que ça c'est vrai, et il y a des tests, comme le test de Magnemar, qui ne travaillent pas sur la vraisemblance conditionnelle, mais qui travaillent sur une vraisemblance non conditionnelle, et donc il tient compte de l'ensemble des paires. C'est des papiers d'Agresti.
Et vous voyez ça aussi, je trouve qu'on n'est pas complètement clair, alors que c'est quelque chose de très concret. Hein. C'est quelque chose de très concret. Je trouve qu'on n'est pas, complètement à l'aise, enfin en tout cas moi je ne l'étais pas, complètement sûr de moi autour de ces réflexions. Alors, à ce stade-là, alors oui, que penser de Fischer? Alors, est-ce que vraiment c'est différent de Fischer ou pas? Alors là, quand on regarde la littérature, il y a des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, notamment les philosophes et les statisticiens. Donc le statisticien c'est Lehmann qui est le successeur, quasiment le successeur de Neyman à Berkeley, donc un grand statisticien du milieu du XXe siècle, qui a écrit ce très beau papier, qui est sur le set social. Lui, un papier très très bien étayé, lui suggère qu'en fait il n'y a pas de différence, mais parce qu'il reste sur le côté statistique et donc il travaille sur les micro-cas où les deux approches de test conduisent à des résultats différents, en reconnaissant quand même que philosophiquement il peut y avoir un soubassement différent. Quel est le soubassement différent potentiel? C'est que avec l'inférence de Fischer, on calcule quelque chose à la vue des données, alors qu'avec l'inférence de Neyman et Pearson, on se fixe un risque a priori avant d'avoir les données. Là, alpha est fixé avant et bêta aussi. Alors c'est toute là qu'il va y avoir l'ambiguïté, c'est est-ce que la limite de 5% de Fischer, elle est vraiment fixée avant? Elle est vraiment fixée avant. Et alors là, il y a une ambiguïté. C'est là qu'on voit, donc 1925, c'est avant le lemme de Neyman et Pearson, c'est 1933. Donc on est avant le lemme de Neyman et Pearson. Et il dit, en préparant cette table, il m'est venu en tête, oui, que donc il fallait pas calculer des valeurs de petit p pour chaque qui 2, mais il valait mieux faire le contraire, c'est-à-dire calculer des qui 2 pour des valeurs de p. Et il dit, voilà, si p est entre 0,1 et 0,9, alors il n'y a certainement aucune raison de suspecter l'hypothèse testée. Si c'est plus petit que 0,02, alors ça indique sûrement que l'hypothèse achat est vraie. Il n'y a pas d'achat, lui, mais... et puis, bon, ben, c'est pour ça que 6,01, on ne sait pas trop. 6,02, c'est sûrement ça. Alors 0,5, ça doit être à peu près ça, la limite qu'il faut choisir. Oui, on le sent quand même flotter. Et il y a un deuxième... ça, c'est une réponse à Fischer, très tardive. Alors, ils se sont, quasiment à la fin de leur jour, ils se sont violemment pris à partie les uns des autres. Et il dit, voilà, a man who rejects a hypothesis provisionally as a matter of habitual practice, c'est-à-dire, ben, si toute votre vie, vous faites des tests à 1%, ben, effectivement, une fois sur 100 seulement, vous accepterez l'hypothèse nulle à tort, vous rejetterez l'hypothèse nulle à tort. D'accord, il dit c'est vrai. Mais il dit, voilà, mais en pratique, aucun scientifique fait ça. Aucun scientifique ne fixe un niveau de significativité pour l'éternité à un certain niveau. Ça dépend de tout un tas de trucs, de la force de l'évidence, de ses idées, etc. Vous voyez comme il intègre là-dedans, il dit, oui d'accord, il y a un risque de première espèce, mais en fait on s'en fout du risque de première espèce, c'est pas comme ça que les gens travaillent en réalité. Puisque lui, il est un statisticien appliqué, quoi. Et vous voyez, 70 ans après, on est exactement au même niveau. Hein. Les gens qui font vraiment les gens qui font des data analyses et qui regardent si leurs résultats sont significatifs ou pas, bien sûr qu'il a raison, ils font comme ça. Bien sûr, ils pensent que si c'est 6%, c'est pareil que si c'est 4%. Hein. C'est pareil, la limite de 5, elle est arbitraire. Donc entre 4 et 6, c'est pareil. Donc voilà. Hein. Et puis si c'est 1 pour 1000, oh, ça marche super bien. Alors que pour Neyman et Pearson, il n'y a pas de différence, il y a zéro différence. Zéro différence. P égale 1 pour 1000, P égale à 4%, il n'y a aucune différence en termes d'inférence. Zéro. Et là, aujourd'hui, qui a une inférence comme ça? Dans les essais randomisés. Mais dans les essais randomisés, c'est l'essai est positif ou négatif, avec une limite à 5%. Si le P vaut 1 pour 1000, l'essai il est quand même mieux. Hein.
Donc vous voyez, alors, il conclut quoi, Lehman, et il dit que la différence qu'il y aurait, épistémologique, philosophique, c'est que Neyman et Pearson, ça serait, il appelle ça inductive behavior, versus Fisher qui serait inductive inference. Donc vous voyez, Fisher, ça serait dans l'inférence, ça serait, ben, je vais dire, et c'est une induction, c'est-à-dire, tiens, j'ai des datas, le hasard ne peut pas expliquer ça, donc je dis que c'est vrai. Donc je fais une inférence, et je dis que dans la population, c'est vrai. Voilà, c'est une inférence inductive. Alors il dit que Neyman et Pearson, c'est un behavior, c'est un comportement, c'est-à-dire que j'ai une hypothèse nulle, une hypothèse alternative, et le choix d'une de ces hypothèses va générer un comportement. Alors, typiquement, une autorisation de mise sur le marché pour un médicament. Typiquement, où effectivement on a un ou deux essais pivots, on va faire le test statistique, et là, pour le coup, l'histoire a donné raison à cette perspective. Ça marche à peu près comme ça. Mais c'est des cas extrêmes. Hein. Là, après, il y a des zones de gris au milieu qui sont considérables. Alors d'autant plus que c'est un concept important, c'est que, en fait, et le concept existait déjà, on ne peut pas dire que Neyman et Pearson, ça soit une induction comportementale, c'est une abduction comportementale. C'est qu'une induction, c'est à partir d'une observation ou de quelques-unes, généraliser et émettre une vérité. Alors que l'abduction, qui est un concept qui existait déjà depuis le 19e siècle, c'est par exemple, vous sortez de chez vous le matin, vous voyez que le gazon est mouillé dans votre jardin, et vous vous dites, tiens, il a plu. Mais en fait, pourquoi vous dites qu'il a plu? Parce que dans votre tête, vous aviez un certain nombre d'hypothèses, l'arroseur automatique s'est mis en route, mais non, il était débranché, les voisins ont arrosé, la voirie a été lavée et ça a mis de l'eau sur la pelouse, donc vous passez en revue 5 ou 6 hypothèses, et la plus probable, c'est qu'il a plu. Et vous dites, il a plu. Donc en fait, c'est abductif au sens où vous avez un certain nombre d'hypothèses a priori, et les datas que vous voyez, c'est-à-dire il a plu, vont vous faire choisir l'hypothèse qui colle le mieux avec les datas que vous avez observées. Et ça, c'est vraiment ce que fait Neyman et Pearson. Vous avez deux hypothèses, et en gros, vous prenez celle qui est la plus vraisemblable, quasiment au sens algébrique du terme. Donc, Neyman et Pearson, c'est vraiment une abduction comportementale. Alors, j'en arrive à la troisième partie. Aujourd'hui, qu'en est-il? Alors, aujourd'hui, vous savez, donc, il y a une crise sociétale autour de l'inférence statistique, avec des papiers dans Nature, PNAS, Science, etc. Il y en a eu encore un il y a quelques mois, pour dire qu'on fait n'importe quoi, que c'est pas reproductible. Il y en a même, j'ai vu qu'il fallait qu'en recherche biomédicale, il faudrait que le petit P limite soit 1 pour 1000 et pas à 5%. Donc vous imaginez le tremblement de terre, ce que ça ferait, comment les gens tricheraient encore plus. Alors, si on prend du recul, hein, si on prend une position un peu anthropologique par rapport à l'inférence statistique, aujourd'hui l'inférence statistique est devenue une espèce de rituel social, et qui en fait, donc est rituel dans la société des scientifiques, qui autorise à dire quelque chose, et même en poussant un peu, qui autorise à dire que quelque chose est vrai. Et ça m'a vraiment frappé, à la fois en entendant dans des séminaires ou même en lisant des papiers. Hein. C'est-à-dire, on a une liste de facteurs de risque dans une étude épidémiologique, et puis vous en avez un à 6%, et on dit, ah ben là ça marche, là, ça c'est un facteur de risque, mais 4%, ben non, celui-là, il n'est pas un facteur de risque. Je suis sûr que vous avez déjà tous entendu des choses comme ça. Hein. Et là, franchement, c'est complètement contraire je trouve, à la pensée statistique et épidémiologique, tout en reconnaissant que je ne suis pas épidémiologiste. Mais pour moi, dire que parce que un P est à 6%, donc on a un facteur de risque, s'il est à 4%, donc on ne l'a pas, ah oui, c'est ça, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Dire que P est 4%, c'est un facteur de risque, et 6%, ça n'en est pas un, franchement, moi, ça me choque violemment, parce que non seulement la statistique telle qu'on l'a vue n'a jamais poussé à faire ça, et puis parce qu'en plus, c'est un non-sens scientifique. Alors,
Au-delà de ça, bon, on dirait d'accord, mais ça, ils sont tous pourris, mais nous on est bons, nous on fait bien. Sauf que c'est pas vrai. Regardons comment on analyse, enfin, comment je vois en général que sont analysées des données épidémiologiques. Vous avez une liste, alors, pas tout le temps, il y a des exceptions, mais en général, vous avez une liste de facteurs de risque potentiels qui varie entre 10 et 40. Hein. Et puis, dans le pire des cas, on fait une régression pas à pas. Mais ça, c'est bien qu'il ne faut pas le faire, c'est une catastrophe. Donc, oublions la catastrophe, on va faire une analyse bivariée, et puis on va prendre les facteurs pour lesquels P est plus petit que 20%, 10%, et puis on va construire un modèle avec. On est bien d'accord, hein? Je ne raconte pas n'importe quoi. Ben ça biaise complètement les estimateurs des risques relatifs et des petits p. Hein, juste, faites une fois dans votre vie, prenez un échantillon, prenez une database avec 2000 sujets, coupez-la en deux. Faites ça, c'est-à-dire prenez les facteurs, les 40 facteurs de risque qui vous intéressent, prenez les petits p plus petits que 20%, faites le modèle, et puis après, sur l'autre échantillon, faites tourner le même modèle que celui que vous avez à la fin, vous allez voir les différences d'estimation d'odds ratio et de petit p, mais c'est vertigineux comme c'est différent. Et forcément parce que vous avez choisi ce qui marchait le mieux, donc forcément les résultats sont surestimés. Si vous avez 40, que vous en trouvez 8 avec un P supérieur à 20%, inférieur à 20%, forcément, là-dedans, il y a des hypothèses nulles qui sont vraies, par hasard, et donc vous surestimez tout. Et ce qui est curieux, c'est qu'alors là, autant la régression pas à pas, il y a des papiers de Harel, etc., avec des simulations qui disent qu'il ne faut vraiment pas le faire, mais même avec ces papiers, on continue à en voir, mais de moins en moins. Mais le coût de l'analyse bivariée avec une sélection de P inférieur à 20%, alors ça, c'est quasiment, à la limite, c'est même ce qu'on apprend. C'est même ce qu'on apprend. Donc, on apprend des trucs qui biaisent des estimateurs et qui biaisent et qui rendent fausses les inférences. Alors, bon... et puis alors, il y a des effets indésirables, hein. Vous savez, avec toujours, est-ce qu'il faut aller faire des corrections de Bonferroni dans les études épidémiologiques, hein, vous savez, puisque en fait, on en a pris qu'à. Et alors, vous voyez ce que je veux dire, hein, on fait des comparaisons multiples, hein. Donc il faut corriger, mais il faut corriger alors, on corrige sur quelle base? Le nombre de variables qu'il y a dans la régression logistique, ou le nombre de variables pour lesquelles on a fait le bivarié. Alors là, ça va être la soupe à la grimace, hein. Et donc au total, on ne corrige pas. Il y a des papiers qui expliquent pourquoi il ne faut pas corriger, hein. Et c'est des papiers bien, hein. Mais bon, vous voyez quand même que l'inférence flotte à tel point que, voilà une instruction aux auteurs de la revue Épidémiologie, qui est une revue sérieuse, hein. Voilà, alors, si on lit dans le détail, moi ça me fait... j'ai trouvé ça très surprenant, hein. Pour estimer des effets causaux, bon alors déjà, ça me donne de l'urticaire, mais après tout, je comprends. Nous décourageons fortement l'usage des petits p catégorisés et tout langage en rapport avec une significativité statistique. On préfère des intervalles de confiance qui permettent d'approcher la notion de variabilité d'échantillonnage. Nous sommes plus ouverts aux tests en rapport avec la modélisation, comme les tests d'interaction, ou les tests de tendance, ou les études de génome. Alors là, je ne comprends vraiment pas. S'il y a vraiment un truc où il ne faut pas faire de test, c'est pour la modélisation et pour le génome. Alors là, vraiment, c'est des gens sérieux, hein. C'est des gens sérieux, ils ont même fait un numéro spécial sur le petit p et l'inférence où il y avait 15 papiers dessus, donc ils ont vraiment réfléchi à la question. Mais donc, pour moi, la modélisation n'a rien à voir avec les petits p. Rien à voir, c'est de la parcimonie, c'est un échantillon test, un échantillon de validation, là on peut parler. Alors pourquoi ils disent qu'il faut un petit p pour l'interaction? Parce qu'un test d'interaction, en général, il n'y a pas qu'un seul paramètre. Donc du coup, on n'a pas une seule statistique pour évaluer la force de l'interaction. Mais vous savez bien que tester une interaction, l'interpréter le P, c'est compliqué, et même, enfin,
des papiers qui disent que c'est pas puissant, et puis même est-ce que la significativité statistique doit conduire à une décision de pertinence épidémiologique de l'interaction? C'est une revue d'épidémiologie. Moi, comme statisticien, ça me choque, hein, de dire que la significativité de l'interaction sous-tend la pertinence en termes de modélisation de cette interaction dans le modèle. Alors ça, là, je suis complètement déstabilisé. Puis, alors on va le voir tout à l'heure, et pour le génome, à mon avis, s'il y a vraiment un endroit où il ne faut pas utiliser des petits p, c'est là. Mais bon, c'est des professionnels, hein. Donc c'est eux qui ont raison, il n'y a pas de... Alors, il renvoie à la question d'intervalle de confiance, là. Donc, on pourrait encore faire une session sur l'histoire des intervalles de confiance, qui est encore un truc différent, encore super compliqué, parce que là, il parle de variabilité d'échantillonnage. Mais, en fait, regardez l'immense majorité de vos études. Comment a été fait l'échantillonnage? Comment voulez-vous parler de variabilité d'échantillonnage? On peut parler de variabilité d'échantillonnage quand on a tiré au sort un échantillon. Quand on n'a pas tiré au sort un échantillon, comment exprimer la variabilité liée à l'échantillonnage? Alors par Bootstrap. Et c'est là qu'on voit Bootstrap qui n'existait pas quasiment... juste une anecdote, hein. Student en 1908, pour valider son papier sur le test T, a fait des simulations. Comme tas de la loi normale, il avait pris la longueur des doigts, du petit doigt des détenus d'une prison anglaise. Il en avait plus de 1000. Et ça suit une loi normale, et il tirait au sort des longueurs de petits doigts pour simuler des variables aléatoires normales. C'est quand même dingue. Hein. C'est dingue. Donc, tout ça pour dire que, oui, le bootstrap, je trouve, on va y revenir tout à l'heure, le bootstrap a une pensée inférentielle complètement différente de celle de Fisher, Edelman et Pearson, parce qu'il n'y a pas de population derrière. Il n'y a pas de population. Et je trouve qu'il y a une pureté épistémologique, du coup, qui est nettement supérieure, parce que, et on se rapproche un peu de ce qu'ils disent, hein, c'est-à-dire de ce que dit l'épidémiologie, c'est-à-dire que j'ai mon étude, et quelque part, si je refaisais un peu la même, mais ça n'a aucun sens de refaire la même, si je refaisais un peu la même, alors les estimateurs pourraient varier, et de combien ils varieraient. Et en fait, je peux juste me décider, je peux juste me faire une idée de ça. Et comment refaire la même étude? En faisant un tirage au sort avec remise. Et donc voilà. Et vous voyez, je trouve que finalement, ils ont un esprit bootstrap sans vraiment le dire. Alors, on pourrait parler aussi du bayésien, qui est quand même aujourd'hui, donc il y a un courant bayésien qui devient de plus en plus fort. Alors, figurez-vous que j'ai lu, on le lit dans les articles, hein, de Gosset, Student, de Fisher, de Neyman et Pearson. Leur pensée statistique a été construite pour se départir de la pensée bayésienne. C'est-à-dire que tous, en particulier Student, est fasciné par le théorème de Bayes, mais il dit « Ouais, mais quand même, ça ne marche pas, ce truc-là, parce qu'il faut une distribution a priori, et quand même, ça ne va pas, quoi. Ça ne va pas, c'est pas très rigoureux. » Et c'est justement pour être rigoureux qu'ils développent toutes leurs statistiques. Et ce qu'on voit aujourd'hui, vous voyez, on voit un courant un peu contraire, et que je comprends parce que, on va y revenir tout à l'heure, on voit bien qu'on a des a priori pour l'interprétation, etc., qu'on a besoin d'a priori, mais pas sous forme d'une distribution statistique à mettre dans un modèle bayésien. En tout cas, c'est ce qu'il pensait, et c'est un peu mon point de vue. Alors j'en arrive au data science. Alors, data science, donc il faut être cool avec le mot, en fait, ça fait on est bien d'accord que ça fait longtemps que tout ça existe, avec ce qu'on appelait en statistique depuis les années 50, l'EDA, l'Exploratory Data Analysis. Alors voilà la définition de l'Encyclopédie internationale de statistique. Manipulation, summarization and display of data to make them more comprehensible. Voilà, moi je trouve que c'est une excellente to human minds. C'est extrêmement modeste, quoi, hein. C'est-à-dire que, en fait, en gros, quand on fait des dessins, les gens comprennent. Eh bien, on va faire des dessins plus sophistiqués,
Et les gens vont comprendre des trucs et ils seront contents. Alors ça, c'est le premier volet de l'exploratory data analysis. Vous savez qu'il y a un grand nom de cette approche qui c'est Tukey, qui a écrit un très beau bouquin que je vous conseille, qui n'est toujours pas daté, même si aujourd'hui il y a des trucs plus sophistiqués. Mais alors, il dit ça, donc c'est un farouche partisan des analyses exploratoires. Il dit « Unless exploratory data analysis uncovers indication, usually quantitative ones, there is likely to be nothing for confirmatory data analysis to consider. » C'est-à-dire que, en gros, sans statistiques exploratoires, vous ne pourrez jamais faire de statistiques confirmatoires. Ce que je trouve un peu coquin, parce que quand même, en recherche biomédicale, il y a des statistiques confirmatoires sur la base d'hypothèses biologiques. Alors bien sûr, Tukey ne faisait pas que de la biostatistique, il faisait de la statistique en général. Mais je pense que là, on a une place en médecine un peu à part, qui est que nous avons un background scientifique très très fort qui sous-tend, alors en épidémiologie c'est quand même le cas, mais même dans un essai thérapeutique aussi, un médicament, a priori, si on l'a développé et qu'on a mis beaucoup d'argent dedans, fait mieux que le placebo, a priori. On a une hypothèse forte qu'on va tester. Alors, avançons, je vais vous montrer un exemple classique d'Exploratory Data Analysis, qui est à la limite des data science, mais qui est un truc de grand-papa. Un exemple qu'on trouvait dans tous les livres de stats, le Lebar, Morino et Fenelon, français, qui reste toujours un livre de data science extraordinaire, hein, d'élégance. Donc voilà une analyse en composante principale de la consommation alimentaire dans les années 50-60 des ménages français. Donc, pour ceux qui seraient oubliés, c'est une représentation graphique d'une matrice de corrélation. Plus les points sont proches du cercle, plus les corrélations sont bien représentées. Quand des points sont diamétralement opposés, ils sont corrélés négativement. Quand ils sont proches, ils sont corrélés positivement. Quand ils sont perpendiculaires, ils sont indépendants. Et donc, vous avez tous vu que les gens qui mangent des légumes mangent aussi de la viande, de volaille et du fruit. Que, a priori, quand on mange beaucoup de ça, on mange moins de vin. Et que quand on mange du pain et du lait, c'est à peu près indépendant du vin et du cluster hygiéno-diététique, pour le dire vite. Et donc ça, c'est typique de l'exploratory data analysis. Alors, pourquoi on le sort dans tous les livres? Parce que ça marche super bien. Ça marche super bien, c'est que à l'époque, là on avait ce que je vous disais, là on avait d'ailleurs ça s'est confirmé, quand on a la variable cadre et nombre et cadre, c'est-à-dire on a les catégories socio-économiques supérieures. À l'époque, ce n'était pas les bobos et les catégories socio-économiques supérieures qui buvaient du vin, c'était les classes populaires, donc à l'opposé. Et puis le pain et le lait, en fait, c'est associé au nombre d'enfants, à la taille de la famille qui est indépendante des classes populaires et du niveau socio-économique. Et donc, vous voyez, je viens de vous faire un dessin, je viens de vous raconter une histoire, et globalement, cette histoire, vous l'acceptez, même si, oh là là, alors, c'est quand même très, c'est très socialement marqué, enfin, c'est pas politiquement correct, mais comme c'était dans les années 50 et 60, on a le droit de le dire, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui fait que ça marche ? Parce qu'il y a un mécanisme, alors bien sûr c'est des données d'INSEE, n égale 1 million. Donc ça calme. Déjà, non mais déjà les points qui sont là, ils ne sont pas à droite ou à gauche, ils sont là. Donc les fluctuations d'échantillonnage, c'est quasiment zéro. Après, la qualité de la représentation, elle est bonne. Après, les corrélations, elles sont massives. Vous voyez, les tailles d'effets sont massives. Ça c'est fortement corrélé. Ça aussi. Et puis ça, c'est opposé. Vous voyez ça se voit tout de suite. Et donc ça, c'est parce que nous avons l'habitude de ces outils. Nous avons l'habitude de ces outils. Nous avons le savoir-faire. Nous savons interpréter la figure. Et puis, alors, pourquoi ça marche bien aussi? Parce que je vous aurais demandé, a priori, d'écrire des hypothèses là-dessus. On n'aurait jamais trouvé ça.
Pourquoi? Parce que c'est des sciences humaines et sociales, c'est de l'histoire, c'est de la sociologie, etc., c'est de l'alimentation. C'est super compliqué comme théorie, il y a plein de théories, c'est très difficile, a priori, de dire qui consomme quoi, qui se consomme quoi, avec quoi, etc. Donc on ne peut pas faire tellement de l'abduction formelle. Vous voyez, dire ben, j'ai 4 hypothèses et on va les tester, on ne peut pas faire ça. Et on sent, inconsciemment, on sent que c'était la méthode qu'il fallait utiliser. Et puis, vous voyez, alors, après, on peut faire de l'inférence, on peut calculer, vous voyez, des indices qui disent est-ce que la variance intra-cluster, c'est-à-dire ces 4 points, est-ce qu'ils sont plus proches que... Est-ce que la variance inter-cluster, elle est plus grande que la variance intra-cluster? Ça s'appelle l'index CH, etc. C'est pas du Neyman et Pearson, hein, c'est de l'algorithmique, c'est des data science, quoi. C'est purement computationnel, et ça va me dire si les variables sont vraiment groupées ou si elles sont éclatées. Comme ça, je vais dire qu'il y a des patterns qui se voient. Enfin, un, ils se voient, mais deux, les algorithmes me disent qu'ils existent. Ils me disent qu'ils existent. Ben, pas moins que Fisher et compagnie, quoi. Alors en plus, ce qu'il y a, c'est que là, on est dans un truc multivarié, mais multivarié au sens où il y a plusieurs variables à expliquer. Alors là, c'est un truc que vous avez dû remarquer, la statistique, la modélisation, quand vous avez plusieurs variables à expliquer, ça ne marche pas très bien. Les MANOVA, par exemple, qui a déjà utilisé une MANOVA avec un résultat convaincant? Ça ne marche pas parce qu'en fait, ça ne tient pas compte du pattern de corrélation entre les variables à expliquer. Donc la puissance statistique s'effondre. Et donc on trouve très rarement, en général, quand vous expliquez un pattern de variables à expliquer, elles sont corrélées plus ou moins. Comme ce pattern de corrélation n'est pas dans l'hypothèse de la MANOVA, du coup la puissance chute, et vous avez des résultats bien plus pauvres que ce que votre intuition vous dit. Donc personne n'utilise de MANOVA en pratique, sauf quand vous l'avez fait et que ça donne un résultat qui correspond à ce que vous voulez. Donc à ce moment-là, vous le publiez, mais sinon, c'est jamais un truc qu'on conseille. C'est jamais un truc qu'on conseille. Et il n'y a pas tellement d'alternatives. Les modèles structuraux, mais les équations structurelles, vous êtes obligé de définir votre pattern d'hypothèse. Donc on est coincé. Si on est multivarié, et j'ai envie de dire, plus on est multivarié, au sens de plus on a de variables à expliquer, moins on peut utiliser la statistique classique, parce que Fisher, Neyman et Pearson n'avaient pas vraiment dans l'idée, vous imaginez, ils comparaient des échantillons de 5, 10, 20 trucs sur une variable à expliquer. Ils n'ont pas fait, c'était pas prévu pour analyser des datas avec des répartitions multivariées, avec 30, 40 et maintenant 1 million de variables. Alors, j'en arrive à la fin. Les data science là-dedans. Alors, les data science, parce que ça, c'est data science, hein, pas de souci. Mais les vrais data science de maintenant, comment ça fonctionne? Ben, eux, ils font du benchmarking, en fait. Hein. C'est-à-dire, ils font ça. Alors, un, c'est beau. Deux, alors ça, je vous conseille ce papier, qui est un papier monstrueux. C'est un papier de stats paru dans Science, donc quand même, c'est pas tous les jours. C'est récent, vous voyez, 2016. Hein. C'est le papier qui a fait renaître le deep learning. Les réseaux de neurones existaient depuis les fin des années 70, début des années 80. Et puis en fait, ça avait fait un flop parce qu'ils n'arrivaient pas à estimer les paramètres des modèles. Et puis, ces gars-là, hein, Hinton, il existait déjà au début des réseaux de neurones. Et il a continué. Et ils ont trouvé un truc génial, un bricolage algorithmique pour réussir à estimer les paramètres des réseaux de neurones. Et c'est un de ces papiers Princeps où ils montrent comment ça marche. Donc c'est vraiment un papier historique dans l'histoire des statistiques. Et donc voilà, les datas c'est quoi? Vous avez 60 000 chiffres écrits à la main. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est des gens qui ont écrit, c'est une base de données qui est en libre accès. Et donc, vous pouvez, ça c'est numérisé, c'est une matrice 28-28, je crois, avec des pixels. Vous pouvez définir une distance entre deux images. Alors normalement, un 6 devrait être plus proche de notre 6 que d'un 1, etc. Donc vous avez comme ça une matrice 60 000, 60 000, et vous pouvez essayer de voir, est-ce qu'il y a des groupes de points qui sont proches les uns des autres. Normalement, tous les 1 devraient être proches, tous les 2 devraient être proches, tous les 3 devraient être proches. Alors à gauche, vous avez une analyse en composantes principales.
il y a des petits trucs. Vous voyez, on voit les... ça c'est quoi? C'est les zéros qui sont là. On voit les zéros sont assez regroupés. Il y a les ronds verts, c'est les 1. Ouais, les 1 sont assez homogènes aussi. Et vous avez le même jeu de données analysé avec un réseau de neurones. Donc on part de la matrice 28-28 et puis après il y a 1000 neurones, 500, 250 et 2 qui donnent les coordonnées XY du dessin. Et donc ils disent, ben voilà, pour trouver des clusters, nous on vous propose ça, avant vous faisiez ça. Qu'est-ce que vous préférez? Ben, on préfère ce qui est à droite. Ils ont 4 jeux de données différents. Et le résultat, il est aussi flagrant que ça. Il n'y a pas besoin de dire, de se demander quelle est la méthode. Alors, on peut faire des calculs, hein. Encore l'indice CH, etc., pour montrer qu'à droite c'est mieux qu'à gauche. Mais vous voyez, il n'y a pas besoin de faire de tests, de calculs et tout. Enfin, c'est évident que ça marche mieux. C'est du benchmarking. Ils ont des données sur lesquelles tout le monde travaille. Et ils essaient de trouver des algorithmes qui font en supervisé ou en non supervisé, qui arrivent à faire le mieux possible. Alors, il nous arrive de faire ça, hein, quand on calcule des scores pronostiques. Alors, récemment, j'ai vu des papiers à partir de gènes, là, de 200 gènes qui ont à voir avec les syndromes métaboliques, etc. On fait un indice de score pronostic de coronaropathie. Et on le benchmark avec le score de Framingham. Et on regarde en termes de spécificité d'air sous la courbe ROC, est-ce que c'est mieux que le truc de Framingham? Il y a zéro inférence. Hein. Zéro inférence. Donc on dit, ils ne font pas de tests, etc. Mais leur truc, eux, ils veulent chercher des clusters pour montrer qu'ils sont bons. Ils prennent des jeux de données où a priori il y a des clusters, et c'est les mêmes jeux de données pour tout le monde. Et celui qui arrive à faire le mieux, c'est celui qui a la meilleure méthode. C'est pas complètement ridicule. Alors, sauf que, je ne sais pas si vous étiez venu au topo d'un jeune collègue qui avait fait un topo sur les data science qu'un jeune collègue avait fait l'année dernière. Et c'était très intéressant parce qu'il parlait des data science, et puis les data science commencent maintenant aussi à faire des trucs pour essayer de comprendre les datas. Et ils commencent à découvrir les facteurs de confusion, et que bien sûr, si c'est pas si big que ça, alors il y a des problèmes de fluctuation d'échantillons, enfin des problèmes, oui, dès qu'ils sortent de leur cadre classique de segmentation, supervisée ou pas, alors en fait ils retrouvent nos propres problèmes. Donc vous voyez bien la contiguïté qu'il y a entre les deux. Alors j'ai ma conclusion. Que conclure? Alors, moi je crois que, il faut revenir à ce que disait Lehmann, qui a vraiment en recherche médicale des travaux pour agir et des travaux pour comprendre. Alors, les deux, un même travail peut faire les deux. Hein. Franchement, il y a des travaux qui sont plus faits pour agir et d'autres plus faits pour comprendre. On est bien d'accord. Un essai randomisé, il n'y a rien à comprendre. Hein. Ça marche pas. Et l'idée, c'est... Et certaines études de pharmacoépidémiologie, c'est pareil. Est-ce que l'exposition à un traitement hormonal substitutif de la ménopause donne un cancer? C'est pas que pour comprendre, c'est pour, avant tout, que les femmes fassent attention au traitement hormonal substitutif de la ménopause. Et donc là, on a un cadre d'inférence qui, à mon avis, est très balisé. C'est Lehmann et Pearson, c'est fait exprès pour agir. Et donc là, il faut une analyse principale, un critère principal avec un alpha, 5%, etc., comme c'est fait dans les essais randomisés. Alors, il n'y a pas que ça. Si vous essayez de trouver un algorithme qui permet de détecter automatiquement des calcifications suspectes dans une mammographie, vous allez faire du deep learning et vous allez prendre les algorithmes de deep learning qui marchent le mieux. C'est tout. Il n'y a pas d'inférence. Hein. Et comment vous allez faire? Vous allez prendre des mammographies avec un gold standard qui est la biopsie, et puis vous allez faire de l'apprentissage supervisé, et puis vous allez regarder les algorithmes qui marchent le mieux, avec des airs sous la courbe, et puis voilà. Hein. Alors après, ça c'est agir, et puis il y a comprendre. Alors le truc, c'est qu'on oublie toujours que les êtres humains ont deux façons de comprendre les choses, et ça se voit dans le langage, c'est qu'on comprend en voyant, on comprend en parlant. Intuition, ça vient du latin intuire, intuire ça veut dire voir.
Donc quand on dit on a une intuition, on voit les choses. Et puis, il y a le raisonnement avec des théories, des faits que l'on structure et qui permettent de comprendre les choses. Eh bien, ce sont deux champs qui sont différents. Et que vous avez des statistiques qui marchent pour faire voir les choses aux gens. Alors, il se trouve qu'il y a des gens qui aiment bien voir, et il y a des gens à qui se donnent des boutons. Et donc, du coup, il y a des gens qui ont horreur des statistiques exploratoires, et il y a des gens qui font que ça. Et ça vient vraiment plus d'un profil de personnalité, d'une appétence pour certains outils, que pour autre chose. Et je pense qu'il y a vraiment des situations où des dessins se satisferont à la question posée. On l'a vu tout à l'heure avec la CP. Donc beaucoup de travaux peuvent se satisfaire d'analyse des correspondances multiples, d'analyse en composantes principales, à partir du moment où il y a suffisamment de sujets, où les effets sont suffisamment importants, les graphiques parlent d'eux-mêmes, et je pense qu'il faut accepter, il n'y a pas de raison d'ostraciser cette approche. Et là, du coup, je rejoins Tuquet, Tuquet devait être vraiment un visionnaire, au sens où il aimait voir, et c'est respectable. Alors après, bien sûr, il n'y a pas que ça, bien sûr, en biologie, par exemple, on ne comprend pas la biologie est tellement compliquée aujourd'hui qu'on ne peut pas la comprendre en la voyant. On est obligé de rentrer dedans, de comprendre tout ce qui se passe au niveau moléculaire. Alors, et donc là, le problème qui se pose à nous, épidémiologistes ou en recherche clinique, c'est le problème de l'intrication entre les théories sous-jacentes et les datas que nous avons. C'est que si vous n'êtes pas dans l'agir, si vous n'êtes pas dans l'abduction, c'est-à-dire si vous avez des hypothèses a priori et que vous en avez 2, 3, 4, 5, 6, très bien, posez vos hypothèses, faites votre manip, faites des tests statistiques, prenez un risque alpha, les manip personnes, corrigez ou corrigez pas, c'est pas un problème, mais vous aurez un travail carré qui sera scientifique, pour lequel il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que la force de la théorie qu'il y a en amont est tellement importante que elle vous permet de générer des hypothèses que vous allez pouvoir tester. Mais il faut bien être honnête, en général, ce n'est pas le cas. En général, on navigue quand... D'ailleurs, on dit entre nous qu'on fait du semi-exploratoire souvent. C'est-à-dire que vous avez plein de variables à expliquer, vous avez encore plus de variables explicatives, vous en choisissez quelques-unes, vous réduisez avec le bon sens, avec la biologie, et puis après vous testez un peu trop, et vous le savez que c'est un peu trop, et etc. Et voilà, mais vous trouvez un truc qui a l'air drôlement bien, parce que quand même biologiquement ça a l'air super intéressant, et vous voyez la théorie, il y a une espèce de tresse, de tissage complètement implicite entre, alors là je prends le background théorique biologique, mais en sciences humaines et sociales c'est pareil, c'est même encore pire, parce qu'il y a plusieurs théories. Et donc vous êtes obligé de naviguer entre les théories et avec vos datas. Et aujourd'hui on en arrive à un niveau où ça craque, quoi. Ça craque parce que, pour le dire en termes mathématiques, quand vous avez un petit nombre de variables dans un jeu de données, vous pouvez vous en sortir. Si vous avez un jeu de données avec 40 variables, 2 variables à expliquer, 20 variables explicatives sympas, et le reste c'est pour décorer. Voilà, vous allez dire des choses. Si vous avez 5000 variables, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et si vous en avez 2 millions, alors là, on ne sait plus faire du tout. On ne sait plus faire du tout, mais parce que la statistique inférentielle n'est absolument pas prévue pour ça, quoi. J'aimerais que Fischer soit là, et tout d'un coup, et qu'on lui pose la question, qu'est-ce que vous nous conseillerez comme test statistique quand vous avez P égale 2 millions de variables? Je pense que... il ne comprendrait même pas conceptuellement qu'on puisse avoir 2 millions de variables à analyser en même temps. Voilà. Et donc, c'est vraiment absurde aujourd'hui de vouloir s'arc-bouter sur un système inférentiel qui a été fait pas du tout pour ça. Aussi génial soit-il, parce que c'est génial. Et puis c'est statistiquement le plus puissant, quand on a comme ça 2 hypothèses simples. Mais franchement, aujourd'hui, ça craque, quoi, ça ne tient plus. Alors, quelles sont les solutions pratiques concrètes? Moi, je crois que pour nous, au jour le jour, ce qu'il faudrait faire, c'est
savoir si on veut agir ou comprendre, enfin, rien que pas forcément l'écrire dans le papier, hein, mais de se le demander, tiens, finalement, mon étude, c'est pour faire quoi? De savoir que Niemann et Pearson et Fischer, c'est pas la même chose. Je trouve que c'est bien. Et ça, d'ailleurs, même par coquetterie, un jour, il faudrait l'écrire dans un papier pour voir la réaction d'Alice Hoover. Et puis, après, ben, d'être lucide sur, ben, si on prend des P... Alors, est-ce qu'on doit faire du split half pour valider nos modèles? Mais ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit prendre la moitié de l'échantillon pour faire le modèle, la moitié pour estimer les paramètres? Alors, on peut faire mieux, hein, 3 quarts, 1 quart, etc. Il y a plein de trucs, hein, mais le préalable, bien sûr, ça coûte cher. Mais franchement, alors... Rien n'est fait pour ça, hein, parce que ça coûte cher en puissance et les résultats que vous avez sont plus mauvais. Donc c'est se tirer 2 balles dans les pieds, quoi. Mais finalement, alors si on ne le fait pas du coup, alors qu'est-ce qu'on fait? Et si on fait une sélection de variables sur une base inférentielle, il faut savoir et s'assumer que nos résultats sont faux, c'est-à-dire qu'ils sont biaisés. Et c'est pas grave parce que tout le monde le fait, mais il faut savoir qu'on le fait comme ça. Alors ça c'est ce qui est à notre quotidien. Moi je trouve que ce serait bien au moins une petite récitation avant de se mettre sur R ou sur ça, c'est de se dire je vais faire ça et je le sais. Et puis après il y a la question de quand le nombre de variables tend vers l'infini, où là on a vraiment un problème, là je pense on a un vrai problème méthodologique et épistémologique. Aujourd'hui on n'a pas d'outil inférentiel pour ça. Et je dirais juste un dernier mot là-dessus, c'est qu'on a quand même des pistes. Hein. Les pistes, c'est les méthodes qualitatives. Un qualitativiste analyse un jeu de données avec n égale 20 et avec plus d'1 million de variables. Sauf que c'est dans leur tête que, en fait, c'est en codant qu'ils réduisent le contenu des datas, ils le synthétisent, ils font de la segmentation, etc. Et ils arrivent à une interprétation. Et là, si quelque part on le fait là-dedans, eh ben, il n'y a pas de raison qu'avec les stats, on ne puisse pas y arriver non plus. Hein. Mais ça impose de structurer les champs de connaissances. Or, aujourd'hui, la biologie n'est pas mathématisée. La plupart des sciences humaines et sociales ne sont pas mathématisées. Et donc, du coup, quand on veut les coller avec nos modèles, on n'y arrive pas. Voilà. Alors, j'ai fini. Maintenant, je vous écoute. Je vais bien commencer un peu, mais parce que j'ai pas bossé comme toi, mais en gros, je suis pas beaucoup d'accord avec ce que tu dis. Parce que je crois que c'est à charge, ce que tu dis. C'est-à-dire, quand tu as décrit l'épidémiologie, avec, et vous prenez plein de variables, et vous faites des méthodes pas à pas, etc., et machin, et vous savez même pas quelle est votre population, bon, on les prend les uns après les autres, je suis parfaitement d'accord. Et là, quand tu nous racontes ça, c'est quoi la question? Il y a une méthode mathématique et statistique sûrement puissante que je ne connais pas bien pour faire ça. Mais je veux dire, s'il s'agit de distinguer un 0 d'un 6, moi je sais faire, je n'ai pas besoin de ça. Donc quelle est la question posée? Si c'est d'écrire des choses qui existent, oui, très bien, ça marche, et on voit qu'on peut s'en servir pour autre chose. Après, quand tu nous as montré avec l'alcool et tout ça, ça décrit très bien. Là où je trouve que ça va plus, c'est quand tu racontes l'histoire avec les riches, les pauvres, etc. Tu en rajoutes beaucoup, et tu racontes une histoire qu'on comprend, qui est sympa, mais au fond, pourquoi est-elle vraie et pourquoi quelqu'un d'autre ne raconterait pas une autre histoire? Et je trouve que là-dedans, c'est très bien parce qu'en fait, tu utilises, quand tu racontes cette histoire, ce qu'on fait aussi, tout un tas d'autres connaissances qui viennent alimenter ça. Et c'est complètement bien, et c'est normal. Mais du coup, ce n'est pas un problème de statistique. C'est un problème de savoir comment on utilise l'ensemble des connaissances. Tout à fait. Et donc, ça n'est pas, comment dire, ça ne donne pas un a priori plus favorable à ces méthodes-là qu'aux autres pour démontrer quelque chose. Moi, ma question, finalement, c'est, tu te poses quoi comme question? Quand est-ce que tu considères que tu as démontré que quelque chose existe, quand est-ce qu'on a démontré un mécanisme? Quand est-ce qu'on veut décrire? C'est pas la même chose si on veut prédire ou si on veut comprendre des associations. Enfin, il y a tout un tas de choses différentes. Et au fond, bon, c'est un peu dans le désordre ce que je raconte là, mais quand même, quand tu dis en épidémiologie, on ne se pose pas la question de quelle est la population, on se la pose sans arrêt, sans arrêt. Je veux dire,
ce qui s'appelle, alors ça s'appelle validation externe, ça s'appelle d'autres trucs, ça s'appelle des tas de façons, on se dit, mais de quelle population je suis en train de parler? On parle de biais de sélection, on parle de tas de choses comme ça, c'est exactement cette question. Je ne dis pas qu'on y réponde toujours bien, mais c'est pas vrai qu'on se la pose pas, et c'est pas vrai qu'on se demande pas à qui s'appliquent les résultats qu'on a. C'était il y a 50 ans que certains ont pu dire ça n'a pas d'importance pour les études d'association. Et de temps en temps, on répond ça. On répond, pour les associations que je regarde, au fond, la façon dont a été sélectionné mon échantillon, peut-être que ça n'a pas grande importance. Eh ben voilà. Mais on se pose la question et on y répond. Alors, on peut y répondre d'une façon qui ne convient pas, mais au moins on s'est posé la question. Là, moi, je lis tous les ans, avec les étudiants du M2, on lit un article du JAMA, du Lancet, du BMJ ou du New England, donc ça en fait 200 par an. 100, c'est des articles d'épidémiologie, de très bonnes revues, je ne vois pas cette question abordée. Ben, ça s'appelle souvent biais de sélection, ça s'appelle validité externe. Alors, non, mais c'est parce que c'est toujours... Parce que je dirais l'ego, moi je veux bien. Non, c'est même pas ça, c'est parce que comment c'est dit toujours, ah oui, alors, bien sûr que dans notre étude, il y a des biais de sélection, parce qu'ils sont plus vieux, parce qu'ils sont comme ça, mais finalement, ça n'a pas d'importance. Comme l'a montré, etc. C'est-à-dire que tu trouves que la réponse n'est pas bonne. Bah oui, bien sûr. Mais tu sais, tu dis oui bien sûr comme ça, comme tu dis oui bien sûr pour des trucs qui sont bien quand on fait la description. Donc au fond, j'en sais rien. Non, mais non, c'est que... Non, attends, je veux dire, pour les associations qu'on regarde, il faut regarder l'article à chaque fois. Est-ce que c'est vrai que c'est important ou pas que les gens soient plus vieux que dans la population générale ou moins vieux? J'en sais rien. Alors, mais moi, je crois qu'il y a deux réponses à ce que tu soulèves. Hein. Il y a un point de vue complètement épidémiologique, qui est celui dont on est en train de discuter, est-ce que c'est important ou pas? Et bon, alors là, moi, je vais dire que j'en sais rien. En tout cas, moi, ce que je peux constater comme lecteur, c'est que je n'ai pas la réponse à ma question. Je ne suis pas convaincu. Les gens me disent, c'est pas grave. Ben, moi, je trouve que... Souvent, ils disent, ah ben, ma population n'est pas statistiquement différente de la population générale, donc c'est pareil, donc je peux dire que je suis représentatif. Alors, bon, même pas la peine de vous dire que c'est pas parce que j'ai un échantillon de 50 sujets qui n'est pas statistiquement différent de la base de données de l'assurance maladie que je suis pareil. Enfin, est-ce que les épidémiologistes publient beaucoup dans le JAMA? Non. Ah mais dans le JAMA, non mais là non. Tu vois, c'est pas représentatif justement. Ah alors d'accord. Ah bah non. D'accord, mais enfin non mais tous les jours dans le New England. Non mais quand même. Dans le Lancet, il y a les papiers d'épidémiologie. Mais le JAMA aussi. Et dans le JAMA aussi, oui. Mais franchement, les épidémiologistes... C'est clinique beaucoup. C'est l'épidémiologie, c'est de la recherche clinique. D'accord. C'est beaucoup des essais. J'ai un biais d'échantillonnage. Mais c'est pas grave. D'accord. Non mais alors, il y a une autre réponse à Jean. L'autre réponse, elle est purement statistique. C'est que normalement, je fais une inférence quand j'ai un échantillon que je tire d'une population. Et là, mon processus d'échantillonnage n'a pas été fait aléatoirement, donc je n'ai pas de population. Non, elle est reconstruite à partir d'échantillons, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est-à-dire qu'on se met dans une situation un peu fictive, c'est ce que fait Fischer par ailleurs, en disant il y a une population infinie, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle est, et j'imagine que ce que je regarde est issu de cette population infinie. Donc il y a une population qui existe, statistiquement c'est correct. Non, il n'y a pas de problème. Et du coup, c'est un vrai... On peut discuter de savoir comment on a reconstruit cette population. Ça, je suis d'accord. Et là, elle est là, elle existe. Mais donc, alors que Neyman et Pearson ne font pas ça. Neyman et Pearson, ils regardent, ils ont deux hypothèses, et laquelle est la plus vraisemblable conditionnement aux données et aux hypothèses. Et qu'est-ce qu'ils ont comme population? Et ils sont à l'intérieur de la population, ils sont à l'intérieur de l'échantillon, justement. Eux ne travaillent pas en lien avec une population. Et on en tire quoi comme information de ce qui se passe dans un échantillon? À quoi on l'applique? Qu'est-ce que ça donne comme règle scientifique? Alors, après, mais moi, de mon point de vue, c'est que Neyman et Pearson, après, propose à l'individu qui lit de faire l'inférence et de faire le comportement. Alors qu'avec Fischer, il y a une prétention de dire à quelque chose sur une population. Alors quand elle est tirée au sort, moi j'accepte. Quand elle n'est pas tirée au sort, alors bien sûr que ta position, elle est exactement ce qu'on devrait avoir. Mais franchement, il y a très peu de gens qui l'ont. Hein. Très peu de gens qui disent « Ah ben oui, mais d'accord, on a vu ça sur cet échantillon, mais en fait, qu'est-ce que je peux en dire et dans quelle mesure, et etc. » Moi, je ne vois pas ça souvent, je suis désolé. Hein. Alors, peut-être que moi, je suis plus dans le monde de l'hôpital, où les gens ont moins cette culture, mais je trouve qu'il y a... Tu as raison, je crois, sur l'utilisation là et sur le fait que cette question des biais,
est souvent un peu balayé comme ça, avec à peu près les arguments qu'il dit. Oui, d'accord, ils sont un peu différents, mais c'est pas bien grave. Et c'est le mais, c'est pas bien grave. Alors ceci dit, là-dessus aussi, il faudrait réfléchir. Est-ce que vraiment c'est vrai que c'est grave ou pas? Et je ne suis pas sûr que ça soit si vrai que ça. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a plein de relations qu'on garde qui ont une stabilité forte. Alors après, là où enfin, moi je compléterai un peu quand tu as discuté sur le petit p, et là où je suis d'accord avec épidémiologie, enfin la revue, c'est que le petit p est souvent interprété, comme tu dis, 4% c'est significatif, 6% ça l'est pas, et il y a un monde entre les deux. Et en fait, on ne regarde jamais la taille des faits, ou très peu. Et en fait, alors on augmente les tailles de population, enfin moi, tu as déjà entendu comme moi des cliniciens dire, oui mais alors si je mettais 2 fois plus de sujets, ça deviendrait significatif. Et donc on voit bien ce qui est le raisonnement derrière, c'est-à-dire qu'à la limite, peut-être ça serait vrai d'ailleurs au fond, avec la même taille d'effet, mais est-ce que cet effet sur le plan clinique les intéresse ou pas, et du coup, moi je suis d'accord avec toi qu'il faut regarder. Faut regarder ça, et sur le petit p, il y a effectivement des mauvaises interprétations, et je crois que ce que dit épidémiologie, c'est assez raisonnable, et ils ont nuancé, parce qu'il y a effectivement des tas de situations où tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas donner l'estimation de quelque chose, enfin l'interaction ça en fait partie, mais la tendance c'est pareil, on n'arrive pas à donner une statistique. En plus, on ne saurait pas très bien ce qu'elle veut dire en fait, l'interpréter concrètement. Mais moi je crois, enfin bon, je crois qu'il y a des défauts d'utilisation, mais il me semble quand même que moi la vraie question, enfin la vraie, une des questions que je me pose, c'est quand est-ce qu'on considère qu'on a démontré quelque chose. Et pour moi, pour démontrer quelque chose, il faut s'être posé une question, avoir exprimé une hypothèse, avoir construit l'expérience ou l'observation qui permet de vérifier si cette hypothèse est vraie ou au contraire de montrer qu'elle est fausse. Et là, on répond à la question. Oui. Le reste, c'est de la description, c'est des choses qui permettent de suggérer des hypothèses. Ça a complètement sa place. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Ça a complètement sa place. Mais la description ne démontre pas. Et donc, je ne sais plus, qu'est-ce que tu as cité qui disait s'il n'y avait pas cette partie descriptive, c'est Tuquet, je crois. S'il n'y avait pas la partie descriptive, il n'y aurait pas la partie confirmatoire. Ok, bien sûr. Mais au fond, à la fin, c'est quand même la partie confirmatoire. Moi, je vois ce que tu veux dire, mais c'est que implicitement, tu te places. Quand on disait dans la recherche, il y a l'action, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un essai randomisé, il ne veut pas démontrer que son médicament est meilleur. Il veut produire des données pour que la société minimise un risque de mésusage du produit qu'il va donner. C'est vraiment, c'est pas la même. Et en ce sens, ce que dit Lehman, c'est vraiment une inférence behavioral. C'est comportemental. C'est pas, on ne démontre pas. On minimise les risques. Pourquoi tu dis ça? Pardon? Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Mais parce qu'il y a 2 hypothèses. Les 2 hypothèses vont conduire à des décisions, et l'objectif, c'est de minimiser le risque de prendre une mauvaise décision, mais on ne démontre pas. On ne démontre pas que... Pour prendre la bonne décision, on démontre que le médicament est efficace, non? Ah, mais alors, non, enfin... Non, parce qu'à ce moment-là, si on rentre dans cette question de la démonstration d'efficacité, qu'est-ce qu'un médicament efficace? Quel est le critère, etc., etc., etc. En même temps, l'objectif que tu viens de dire, là, éviter le mésusage, c'est pas du tout ce qui est fait, puisque les populations, enfin les échantillons des essais sont totalement sélectionnés, et qu'en plus, souvent, les médicaments sont donnés à des gens qui ne respectent pas les critères d'inclusion. Donc c'est pas du tout ce qui réussit. Pardon? Ça, c'est encore une autre débat. Oui. Et si tu veux, tu es quand même d'accord que les échantillons des essais sont quand même très sélectionnés et que donc ça pose question quand même. Dans les essais industriels, on ne peut pas faire pas d'autres. Oui, mais... Et puis ça dépend des pathologies. Parce que, mais souvent. Stéphane, tu vois, en cancéro, moins. Oui, en cancéro. En cancéro, c'est plus systématique, mais dans le cholestérol, par exemple, c'est massif. Dans le cholestérol, il y a la tension artérielle. Il y a mais, alors, si tu veux, je vais reformuler de façon un tout petit peu... urticante. Le truc, c'est que le test, Neemani-Pearson, aujourd'hui, pour le médicament, c'est de garantir à la société, avec un certain niveau de risque, que la molécule qui va arriver sur le marché ne relève pas d'une poudre de perlimpinpin. C'est ça c'est ça le rationnel sociologique. C'est ce qu'on appelle efficace. Et c'est ce qu'on appelle efficacie. C'est ce qu'on appelle efficacie. Et donc, parce que ça serait une honte pour la médecine occidentale qu'une molécule pas efficace soit donnée à des patients.
Et donc c'est vraiment quelque chose de comportemental. C'est pas quelque chose de... C'est parce que vous êtes très nourri d'épidémiologie analytique, vous voulez comprendre ce qui se passe, avec quelque part en plus vous êtes quand même très proche d'une pensée physiologique, beaucoup. Et c'est cette pensée physiologique qui fait que quand vous faites de l'épidémiologie, alors vous voulez démontrer, tu vois, vous voulez démontrer et étayer des mécanismes. Alors que je pense qu'il y a d'autres champs. En épidémiologie sociale, par exemple, je pense qu'on ne présenterait pas les choses de la même façon. C'est moins vrai les mécanismes. D'ailleurs, on ne regarde pas d'interaction souvent dans ce cas-là, parce que sinon on va n'importe où. Si tu te mets à regarder toutes les interactions dans le domaine social, tu vas en trouver, donc tu vas rien comprendre. Mais on essaye quand même de comprendre les liens entre les... Oui, mais ce n'est pas des liens de même nature que la biologie, mais je suis d'accord avec ça. C'est plus difficile. C'est pas des liens causaux. Il y a même des gens qui injectent du biologique maintenant. Ah oui, ben oui. Dans le social? Oui. Ah ben oui, bien sûr. Ben oui. Bien sûr. Pour avoir la tête. Non, mais... Quoi? Non, mais c'est vrai que le champ théorique biologique est beaucoup plus étayant que le champ théorique issu des sciences humaines et sociales. Hein? Oui, étayant, quoi. Il te structure, quoi. Et du coup, on a plus de... On se sent plus de prétention pour utiliser le mot démonstration, mécanisme et causal, qu'il disait tout à l'heure. Hein. Le mot causal, il est utilisé par épidémiologie de façon abusive, je suis d'accord. Il parle de modèles causaux, etc. C'est du marketing. Alors, j'ai aussi pas mal de questions. Je pense que juste un commentaire général, c'est que je trouve que j'aime beaucoup la présentation, j'aime beaucoup le contenu. Pour moi, déjà, la première question, pour le moment, j'ai que parlé, tout ce que je vois pour moi, c'est des statistiques. Et donc, j'ai encore du mal à voir qu'est-ce qui est dans le data science, dans cette présentation, sauf peut-être les choses à la fin qui est le deep learning, qui est plutôt une sous-catégorie de machine learning, etc. Ça c'est des data science. Enfin, si tu veux, quand on voit... Moi, je prends juste Wikipédia, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais c'est sociologiquement ce que les gens disent des data science, quoi. Quand on va dans data science dans Wikipédia, en fait, ils mettent toutes les méthodes graphiques comme ça, qui sont des méthodes non supervisées, plus la régression logistique comme ancêtre des méthodes supervisées, et plus après les méthodes à noyau et le deep learning. Finalement, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle, parce que dans cette présentation historique, ça m'a rappelé mes cours de statistique il y a 20 ans. Tout ça, c'est au début juste les statistiques dès le début, mais les statistiques a évolué depuis Neyman et Pearson et toute cette discussion-là, sur les hypothèses nulles, etc. Tout ce débat, ça a évolué, et donc c'est juste remplacer le mot statistique par data science. Absolument. Absolument. Alors, il y a une différence, si tu veux, juste... Enfin, moi, je vois juste, puisque j'ai quelques étudiants qui font des data science, en fait, pourquoi c'est différent? Parce qu'ils ont des problèmes algorithmiques de taille de data. Voilà, ils ont quand même des problèmes de trucs NP complets, d'algorithmes qui convergent en temps polynomial, exponentiel, etc. Et tout le temps, en fonction de leur volume de data, ils sont obligés de changer leur méthode et d'utiliser des trucs plutôt programmés en C, en MATLAB, en R, etc. Donc c'est en ce sens qu'ils s'appellent data science, parce que leur quotidien est beaucoup plus proche du hard, tu vois, que nous. Nous, on se fiche comment ça s'ils programment GenMod, quoi. C'est pas trop notre problème. Alors que eux, c'est un truc très important. Ben, c'est ce que des statisticiens plus mathématiques font depuis 50 ans. Oui, bien sûr. Mais on a vraiment des vraies choses à regarder, des vraies questions avec 1 million de variables. Tu vois, parce que je vois bien qu'on les a... mais qu'est-ce qu'on regarde avec ça? Oui, la génétique, oui. La génétique. Oui, mais j'inclus la génétique dans ma question. Qu'est-ce qu'on regarde avec ça? Tu vois, on va à la pêche avec une épuisette et on regarde ce qu'il y a dedans, quoi. Ben oui. Non, mais ok. Alors il y a des hypothèses quand même. Tu vois, c'est que t'as 1 million de gènes, mais par exemple dans la schizophrénie, t'as plein de gènes qui peuvent
potentiellement être plus importants que d'autres, mais certains complètement inconnus qui vont interagir avec d'autres gènes qui sont plus connus. Donc du coup, tu es obligé de prendre le million quand même, mais le million, ils ne sont pas tous sur un pied d'égalité. Donc c'est super compliqué comme... Et peut-être qu'il y a une combinaison, tu vois, peut-être qu'il y a des patterns d'association de gènes et puis de tout, de trucs comme ça qui font la maladie. Je ne connais pas bien cette méthode-là, effectivement, mais quand j'entends les gens raconter ça en génétique, ils en tirent quand même des conclusions de mécanismes. Est-ce qu'ils ont raison alors avec leur épuisette parfois c'est plus facile parce que c'est sur un chromosome connu, il y a des études fonctionnelles, ça dépend pas. Non, mais c'est pour ça que tu vois. Et puis il y a des revues, enfin je ne sais pas comment c'est maintenant, mais il y a des revues qui te demandent un échantillon de confirmation. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc c'est quand même, c'est de la pêche à la ligne un peu... C'est ça aussi ce que je voulais revenir à ça, dans cette discussion de les règles de décision, c'est complètement le poste, on fait des essais cliniques, etc. Mais dans ce discours, comment formaliser ce qu'on fait maintenant, plus dans l'évidence-based médecine, et je pense aussi de plus en plus dans l'épiologie, c'est que pour croire dans un résultat, il faut le confirmer dans une autre cohorte, peut-être dans la méta-analyse des cohortes, etc. Oui. Donc on est de plus en plus, on fait abstraction de cette règle. N'aimant personne sur une seule cohorte, mais on y croit seulement en fonction des données qu'on a acquises avant de faire les analyses et après avoir vu confirmation dans d'autres cohortes. Oui. C'est pas seulement la génétique, et naturellement il y a l'épigénétique, la méthylation de l'ADN, etc. Mais il y a aussi beaucoup plus des autres aspects, et simplement peut-être aujourd'hui nous avons discuté avec Guy l'utilisation des données Twitter, les données de text mining, donc c'est pas seulement la génétique. Bien sûr. Text mining c'est pareil, oui, bien sûr. C'est très largement multidimensionnel. Est-ce que vous conseillez des méthodes qui permettent de réduire la dimension puis d'analyser par la suite? Oui, bien sûr. Les méthodes qui réduisent la dimension, mais d'ailleurs, il y en a plein d'entre vous qui font du data science, là, avec les cohortes, les études de trajectoire, c'est des modèles de mélange qui réduisent la complexité, puisque on a beaucoup de variables, et en plus c'est longitudinal, donc c'est très compliqué. Donc on fait un modèle de mélange sur du longitudinal, ça nous fait des groupes d'évolution, et ces groupes on les met dans une régression logistique. Mais ce qui est drôle, c'est que... Alors, donc, et ça fait de beaux papiers en plus, qui se publient bien. Donc c'est super. Mais quand on regarde dans le détail, en fait, il y a un saut inférentiel, c'est que la méthode qui permet de trouver les trajectoires, ben, elle est super fragile. Hein. Elle est super fragile. Que ce soit Proctrage ou que ce soit KML sur R, c'est pas tellement reproductible parce que c'est des méthodes comme ça. Enfin, c'est des méthodes comme ça. Mais même au-delà de ça, quand tu fais ces trajectoires ou ces groupes, ça te donne des... Enfin, je pense avec des associations de combinaisons de variables pour avoir les groupes, etc. C'est comment les qualifier, qu'est-ce qu'on en fait après pour comprendre ce qui se passe. Je pense qu'il y a une vraie difficulté là, c'est pas pour critiquer les méthodes, mais donc et du coup, souvent, enfin moi j'ai vu ça plutôt dans les analyses en composante principale, on donne un nom aux axes, parce qu'il faut bien parler de quelque chose, on dit axe 1, axe 2, on comprend, donc on leur a un nom, on leur dit c'est la qualité de vie, ça c'est bon. Et du coup, on finit par croire que c'est ça qu'il y a dedans. Et donc, c'est ça que je veux dire quand je dis qu'il y a un côté derrière ça, il faut y faire attention, quoi. Je veux dire, absolument. Voilà. Donc, réduire la dimension, d'accord, sauf qu'on ne sait pas trop quoi dire des dimensions réduites. Absolument. Alors, mais c'est ce que tu as dit, il faut faire attention. C'est vrai pour le petit p comme ça. Voilà, il faut... et par exemple, c'est bien que deux le fassent séparément. Tu vois, pour interpréter des dimensions d'une analyse factorielle, c'est bien que deux personnes le fassent indépendamment. C'est la même chose en text mining, quand on fait et la même chose en text mining. On met des noms derrière des choses, absolument. des topics. Donc on le fait à part. Tu vois, d'ailleurs avec Adeline, tu vois la thèse qu'elle avait faite, on l'a fait à part, elle a interprété ces trucs et je les ai interprétés. Alors après, pour les modèles de mélange, là, des données longitudinales... Juste parenthèse, moi personnellement, je trouve qu'on devrait faire ça en épidémie aussi. On ne le fait jamais, c'est très difficile à faire. Oui. Et toi, quand tu parlais de sélection de variables tout à l'heure, avec les critiques que tu fais sur la façon dont sélectionne, c'est une vraie discussion compliquée. Je pense que si on prenait deux personnes en disant, voilà, vous avez le jeu de données, dites-nous ce que ça donne, plutôt que de couper l'échantillon en deux, à la limite, ça serait un peu presque, enfin pas la même idée, mais... Ah ouais, t'as raison. Mais on ne le fait pas, mais c'est
Enfin, je ne sais pas comment on pourrait faire en fait, c'est pas simple à organiser. T'as raison. T'as raison. Il y a même eu des papiers de réanalyse de données épidémiologiques en aveugle du résultat, oui. Tu veux dire Ouais. Tu vois, ça revient à ça. Ouais. Parce que si tu veux, c'est un peu pareil, je pense, ce qu'on nous dit pour les sélections de variables, c'est... moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ne faut pas utiliser par rapport, parce que je sais que Harel, il a fait des articles là-dessus, mais il y en a d'autres qui ont fait d'autres articles avec des simulations qui, en l'utilisant de façon parcimonieuse, en tout cas pas sur les 40 variables de départ, ça ne marche pas. Mais... Et au fond, on nous dit, bah, regardez, faites ça avec vos connaissances, votre intelligence, que vous savez sur les trucs. Alors, c'est bien, puis c'est à la fois pas si facile que ça. Ouais, non, c'est pas facile. Enfin, moi, par exemple, pour l'enseigner, bien sûr, bien sûr. Voilà, soyez intelligente. Bon, je repars. Non, mais c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Non, mais moi j'ai été vacciné une fois où j'ai coupé un échantillon en deux. Hein. C'est-à-dire que c'était pour... je l'ai fait sur un échantillon que j'ai coupé en deux. Je suis devenu vert, hein, franchement. Ça ne doit pas être si fréquent que ça soit comme ça. Non, mais attends, que ce soit arrivé toi une fois, je comprends. Quand c'est de petite taille, souvent. Alors c'était quand même un échantillon de 1000 sujets. J'ai fait 2 fois 500, c'est pas tout petit. Non, c'est pas tout petit. C'est pas tout petit. J'avais des autres ratios de 3 avec un P à 1% qui va arriver à un autre ratio de 1,4 avec un P à 20%. Hein. En multivarié. En multivarié, oui. Ça m'est déjà arrivé aussi. Bon, quand même. Oui, mais et l'intervalle de confiance, c'était quoi tes autres ratios? Oui, mais tu étais dans la mais ça, fluctuation on fait ça. Quand on a des cohortes et qu'on fait des analyses qui ne s'appellent pas analyse intermédiaire, elles ne s'appellent rien d'ailleurs, eh ben on le voit tout le temps. Alors que en plus, c'est les mêmes sujets. Non, tu peux rajouter des sujets. Oui, mais tu as des sujets en commun, quoi. Tu vois. Normalement, ça stabilise, quoi. Hein. Mais quand tu n'as pas beaucoup d'effectifs, c'est très instable. Oui, c'est stable, oui. Quand tu regardes l'intervalle de confiance, il est bon. Donc on retient le point central. Ben oui, c'est ça, oui. Mais c'est que c'est... Bon, moi, en tout cas, j'ai vécu l'effet subjectif. En tout cas, je me suis pris en flagrant délit de raconter n'importe quoi avec un premier modèle. Et donc, du coup... C'est n'importe quoi qui est exagéré, je pense. Si tu donnes l'intervalle de confiance, tu racontes plus n'importe quoi. Oui, mais c'est... mais bien sûr. Toi. Oui, bien sûr, mais c'est parce que je racontais mal, sûrement. Parce que juste, j'avais pas cette... Je sais pas, mais c'est... Non, mais si tu veux... Ben, et je vois quand même beaucoup de gens qui voient 3, oui, avec un P pour 1000 ou à 2%, c'est cool. C'est... oui. Et on c'est cool, multiplie par 3 le risque ou je sais pas quoi. Ben ouais, c'est ça, on multiplie par 3, et puis en plus c'est sûr, puisque c'est 2%. Toutes ces méthodes de data science ont le même problème, dans des données de haute dimension, la sélection de variables, l'instabilité des modèles, c'est un vrai problème. Oui, mais on le sait. Ah, ouais. Donc on ne raconte pas la même chose. On ne dit pas qu'il y a autant de... On sait que c'est exploratoire et ça c'est pas général. C'est pas bien. Il y a beaucoup de méthodes. Moi je travaille sur la DID pour fusionner la décision, c'est-à-dire chacun peut donner une réponse. Il y a 50 méthodes pour choisir pour fusionner les décisions de chacune des algorithmes de détection d'épidémie. Et là on se dit il faut se baser sur... Ici on fait du benchmark, mais le benchmark, des fois c'est pas que le critère optimal de performance de prédiction qui considère. Absolument. Il y a d'autres critères. Absolument. Non, il y a plusieurs benchmarks, absolument. Donc à la fin, c'est aussi flou que... Ah mais pas là, tu vois. Oui. Là, quel que soit le benchmark, ça sera mieux. Bien sûr. Et puis, tu vois, quand les benchmarks ne sont pas d'accord, ça veut dire que les méthodes ne sont pas si différentes que ça. Hein. Et que tu peux en utiliser plusieurs pour voir... Tu vois, par exemple, pour les analyses de trajectoire, c'est ce qu'on conseille beaucoup quand même de faire, c'est à la fois de faire proctrage et KML, puisqu'il y en a une qui est un modèle de mélange paramétrique, l'autre qui est un modèle non paramétrique de type plus proche voisin. Du coup, si on a les mêmes groupes à la fin, c'est quand même... Mais du coup, c'est pas jamais les mêmes, mais justement, mais au moins ça... Mais c'est pas complètement différent. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas trouver... Ben non, mais déjà, il y a la question du nombre, puisque c'est difficile de trouver le nombre de trajectoires, mais quand tu fixes le nombre, on n'a pas forcément des choses très différentes quand même. Hein? Oui, quand tu fixes le nombre, d'accord. Ouais, quand tu fixes le nombre, oui. Et après, on choisit le résultat qui compte le mieux ou... Non. On publie, en général, on publie proctrage parce que c'est la méthode de référence, mais dans la partie méthode, on dit qu'on a fait un truc non paramétrique et qui confirme le résultat.
Donc si je comprends bien le data science, je comprends très peu, mais j'ai l'impression que l'objectif c'est la description des données en général. Plutôt que certainement pas de l'inférence. Non, c'est pas de l'inférence. C'est pas de l'inférence. C'est pas de l'inférence. Donc je me demande si ça c'est un moyen complémentaire, analytique complémentaire oui. À ce que nous faisons. Oui. Tout à fait. C'est ce que disait Rodrigue, ça permet de réduire des datas, quoi, ouais. En particulier. Ben ça dépend des problèmes, c'est comme Jean disait, tout dépend de la question scientifique posée. Il a le problème de classification, le bus est bien classé, il a des problèmes, vous savez, de chercher un modèle réduit, il a beaucoup de... Je pense que pour de la prédiction, ça doit bien marcher. Mais oui, en fait, ce que font les gens du marketing, c'est ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de prédire ton comportement, ils s'en foutent de savoir pourquoi. Comment ça arrive là, ils font des groupes de gens et t'envoient les publicités qu'il faut pour... C'est ce que je disais, c'est pour l'action. C'est pour l'action, ça marche. Pour l'action. J'imagine que si on veut faire de la prédiction, ça doit marcher bien aussi. Oui, oui. Mais je sais qu'il y a des articles intéressants sur les big data et les limites pour la prédiction. Parce que en général, le big data, c'est des collections pas par design. Oui. Et donc la limite, si je comprends bien, c'est simplement qu'il y aura des corrélations, mais c'est difficile aussi de distinguer les corrélations spurious des vraies corrélations causales. Bien sûr. Donc, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, les méthodes de data science et les data scientists n'ont pas tellement de culture épidémiologique. Spurious, par exemple, n'est pas un concept naturel en data science. Okay. Parce que pour dire spurious, tu vois, il faut avoir une pensée étayée par la biologie, par les modèles, enfin les théories, etc., qui te permet de dire que c'est spurious. Ouais. Et ça, c'est la rencontre des data science avec la médecine. Parce que c'est vrai qu'avec les textes, par exemple, le text mining, on n'a pas tellement ce problème, à part des bugs. Par exemple, si j'ai mis non devant, alors si j'oublie le non, je risque de faire un contresens. Donc il peut y avoir des trucs spurious, mais il les voit. Beaucoup de data science aujourd'hui, c'est du signal, des mots, c'est-à-dire c'est vraiment des gros bags of data, mais il n'y a pas de théorie vraiment derrière. Donc spurious, pas spurious, c'est pas... Alors que nous, on a des théories quoi, très fortes, et le choc des deux... Je vois que beaucoup des data scientists, le fait qu'il y ait des théories, ils voient pas... Ils disent c'est des data, quoi. Surtout, je ne veux pas m'intéresser. Alors que, là, pour le coup, je pense qu'un épidémiologiste, s'il ne s'intéresse pas à ce qui se passe derrière ces données, il ne fait pas son métier, je crois. C'est quand même fondamental de comprendre les choses qui sont derrière les variables et les mécanismes, etc. Et la collection des données, parce que l'épidémiologiste pense beaucoup à la collection de... Et la collection des données, oui.